Écoutez bien notre invité cette semaine. Il a la voix au moins aussi douce que le regard et pourtant, il a vu des choses au moins aussi terribles que celles dont il parle. Là, par exemple, il est venu parler des âmes blessées. C'est le titre de son dernier livre, lequel livre est d'une certaine manière la suite de son précédent ouvrage « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Il était venu d'ailleurs nous en parler il y a 2 ans et c'est là que ça devient troublant, Bruno Béziat. Oui, bonjour Boris Cyrulnik. C'est vrai que vous étiez venu il y a 2 ans et c'était juste après l'affaire Mera. Alors là, vous arrivez... On tombe dans cette terrible affaire de la tuerie à Charlie Hebdo. Et au moment où on enregistre, d'ailleurs, il y a un autre incident, une prise d'otage à Vincennes apparemment meurtrière. Et vous venez aussi d'ailleurs à Bordeaux pour la commémoration de la RAF, qui va d'ailleurs coïncider visiblement ce dimanche avec la manifestation en hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Oui, c'est une continuité dans ces incidents. J'étais ami avec Wolinski. Je vous promets qu'il n'était pas anti-musulman. C'est insupportable qu'on les tuer pour ça. J'ai connu Cabu, c'était l'homme le plus gentil du monde. Or, ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté, c'est intentionnel, c'est une politique, on met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale, on repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Vous dites, ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites allusion? Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. On peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier et c'est moins cher qu'une armée. Et quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des voyages, on leur offre des stages, on leur apprend à manipuler des armes et ensuite on les envoie au sacrifice. Sacrifice des autres au prix de leur propre existence. C'est donc une organisation qui est financée, je ne sais pas par qui, mais si vous me posez la question, je vous répondrai quand même. Alors, vous la pose. C'est financé par les gens du pétrole, de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Proche-Orient et sur l'Occident. Et une fois que ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés, ils déclenchent les processus politiques mondiaux. Vous savez ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la théorie du complot quand même. Non, pas du tout, parce que ça a déjà été fait. Et c'est même régulièrement fait. L'Inquisition chrétienne a duré 6 siècles en Occident et elle est partie exactement du même processus. Le nazisme est parti de la belle culture germanique des années 20 et des années 30 et avec 3% de la population qui était convaincue par le nazisme, 6 ans après les élections, 95% de la belle culture germanique allemande votait nazi et mettait le feu au monde. Et vous trouvez ça inquiétant, donc, ce qui se passe? Ça veut dire que pour vous, il peut y avoir une crispation, enfin, on peut arriver à des dérives là, si ça se passe. Alors voilà, exactement. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie? On peut en faire une solidarité ou on peut en faire un massacre. On peut très bien, les musulmans français qui ne sont pas coupables, bien sûr, de ce qui vient de se passer, risquent d'être agressés. Actuellement, les plus agressés par le terrorisme, c'est les Arabes. 99%. Oui, les victimes sont arabes, sont musulmans. Voilà. 99% des Arabes tués sont tués par d'autres Arabes. Il y a une intention religieuse et politique, puisque les deux sont pas séparés. Donc il y a une intention, et je pense que ça s'est produit régulièrement, c'est une arme efficace et redoutable. Vous savez ce que vous disiez sur les Allemands, on revient là-dessus, on va décrypter cet événement, on va profiter, entre guillemets, de votre présence. Certains historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Goldnagel, par exemple, quand il parle de la fabrique des bourreaux ordinaires de Hitler, dit que c'était quand même quelque chose qui se travaillait depuis des années, que l'antisémitisme était latent dans toute une culture et qu'un peuple avait progressivement, par l'école, absorbé ces idées, les avait faites siennes. C'est un peu ce que disent aujourd'hui certains de nos politiques, dire il faudrait enseigner l'histoire différemment à l'école. Oui, c'est toute une société quand même qui est imprégnée de ces idées petit à petit. Oui, c'est l'idée que je vous propose, c'est qu'en fait, c'est pas des monstres, c'est pas des fous, ce sont des enfants, des hommes normaux, en détresse, façonnés, fabriqués pour. Donc c'est une intention. Alors, oui, pas du tout. Le problème, c'est que ces enfants en détresse sont
abandonnés. Donc la solution, ça serait de les éduquer, de leur envoyer des gens de culture. Et la culture se fait pas par les philosophes, elle se fait par les gens de théâtre. Elle se fait par des gens de terrain, qui vont sur le terrain, qui proposent des fictions, qui touchent les enfants. C'était la fonction du théâtre en Grèce. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient pas quitter le théâtre après la représentation, ils devaient en discuter, parce que les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité. Et la culture, ensuite, était partagée. Ensuite, on faisait intervenir les philosophes, les politiciens, les économistes, et ensuite. Mais le point de départ, c'était les artistes. Le théâtre, aujourd'hui, c'est la télé, c'est Facebook. C'est ça le problème, peut-être, non? Alors voilà, c'est une arme. Mais non, mais c'est une arme, c'est pas un théâtre. Ouais. C'est une représentation facile. C'est la pensée paresseuse de toutes les théories totalitaires. Je suis en train de relire Victor Klemperer, qui est un linguiste qui raconte comment ce que vous venez de dire, il raconte au jour le jour comment le nazisme s'est développé dans une belle culture. Et il raconte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que petit à petit, des slogans sont rentrés dans la culture. Les slogans, ça permet de faire croire qu'on a compris, alors qu'on se contente, comme un perroquet, on se contente de réciter. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu. On a récité et on se soumet, voilà le mot important, on se soumet à une représentation dépourvue de jugement. Vous la connaissez, cette mécanique de ces criminels? Vous avez, est-ce que la psychiatrie, est-ce que les neuropsychiatres, les psychologues, les psychanalystes peuvent comprendre ça aujourd'hui, objectivement? Est-ce qu'on sait le Parce que décrire? les gens, ce qu'ils disent, enfin, comme on entendait aujourd'hui, là, ce sont des fous. Vous nous dites non, ce sont pas des fous. Non, ce sont pas des fous. Non, c'est pas des fous du tout, ce sont des gens absolument normaux. J'ai hésité à prononcer le mot parce qu'il n'a pas grand sens, mais ce sont des gens, c'est pas des fous en tout cas, bien sûr, ce sont des gens qui ont été façonnés, des gens en difficulté psychosociale, éducative, qui ont été façonnés intentionnellement par une minorité financée pour prendre le pouvoir. C'est exactement le point de départ de l'Inquisition, c'est le point de départ du fascisme, c'est le point de départ de toutes les théories totalitaires. Vous le dites à Hitler et la syphilis, le rapport il est pas quand extrême. Hein. Quand j'ai eu cette idée, j'avais 11 ans, vous me pardonnerez. Oui. D'ailleurs, vous le dites, je me suis fait psychiatre pour expliquer le nazisme. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, parce que je me suis fait psychiatre pour expliquer le nazisme. Ok. Non, parce que j'étais bordelais quand j'ai subi ces phénomènes qui démarrent actuellement si on les laisse se développer. Donc j'ai vécu de l'intérieur la soumission à l'agression, à l'idée que les autres se faisaient de moi. C'est ça. Le slogan. Pas la rencontre, pas la discussion, l'idée, la soumission à une représentation coupé du réel. Et j'ai vu le nazisme détruire ma famille, j'ai vu le nazisme m'arrêter, j'avais 6 ans et demi, m'emprisonner, et j'ai vu comment les idées nazies, les nazis ont perdu la guerre des armes, ils n'ont pas perdu la guerre des idées, qui a continué très longtemps et qui actuellement est un peu réveillé sous un autre nom. Mais c'est le même principe du langage totalitaire. Ça vous fait quel âge aujourd'hui, Boris Cyrulnik? J'ai 78 ans. D'accord, non, je dis ça parce que vous commencez, c'est très proustien, très jeune, j'ai été un petit vieux, c'est comme l'autre qui dit pendant longtemps je me suis couché de bonne heure. Hein. C'est un petit peu cette phrase est comme ça. Si vous le permettez, je vais vous lire quand même. On est le 10 janvier 2015 et là on est le 10 janvier 44. Hein. Je revoyais le scénario de mon arrestation la nuit quand des hommes armés avaient entouré mon lit, une torche électrique dans une main, un revolver dans l'autre et des lunettes noires la nuit pour rafler un enfant de 6 ans. Dans le couloir, quelques soldats allemands, presque au garde à vous, dans la rue, des camions bourrés de gens et contre le trottoir, 2 tractions avant, attendaient pour nous emmener. Allez raconter ça et vous verrez la tête des autres. Absolument, c'est inracontable tellement c'est stupide, exactement comme la mort de Wolinski, de Cabu et de ses amis. C'est un crime stupide, intentionnel. C'est-à-dire que lorsque j'ai connu ça, j'ai mis des années à comprendre pourquoi ils avaient des lunettes noires la nuit. C'était pour ne pas être reconnu par les voisins, parce que j'avais été dénoncé. Et je retrouvais l'archive qui payait les dénonciations. 300 € pour un juif intéressant, 50 € pour un enfant. Mon arrestation a donc rapporté 50 € à l'homme qui m'a dénoncé et que je connais. Et que j'ai pas dénoncé. Vous le connaissez? Oui. Vous l'avez rencontré après? Non, je sais qui c'est, et je l'ai pas rencontré, mais j'aurais pu, on m'a dit même que j'aurais dû
le dénoncer. Votre À mon désir tour, de je suis vengeance, pas, oui, parce que... voilà, mais je suis pas un dénonciateur. Alors que ce qui se passe actuellement, c'est une vengeance, Oui, une mais fausse attendez, vengeance. vous n'avez pas envie de vous venger, d'aller le voir, lui casser Non. la figure Comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas avoir envie de ça? Alors, je pense que la mauvaise riposte à la tragédie qui vient de se passer, qui est encore en Oui, train de se on va en passer. parler, justement, bien sûr. La mauvaise riposte, c'est la vengeance. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils voudraient provoquer probablement une déflagration mondiale. Ça fait partie de leur technique de prise de pouvoir. Et le danger, ça serait la vengeance, et notamment les musulmans français sont en danger. C'est-à-dire que la pensée paresseuse, c'est de dire, puisque c'est les musulmans qui ont commis ça, c'est donc les musulmans qui sont coupables. Voilà. Ça, c'est l'extrapolation dangereuse. Et les musulmans sont en danger actuellement. Donc je trouve qu'il est tout à fait important de dire que l'immense majorité des musulmans ne sont pas coupables, mais qu'il y a une démarche totalitaire, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou laïque, il y a une démarche totalitaire qui, elle, est dangereuse. Parce que là, avec une minorité d'hommes décidés, formés et payés, ce sont des mercenaires. Ils ne le savent pas, eux, ils sont fanatisés. Ils sont manipulés, ils sont fabriqués. Et avec une minorité d'hommes fabriqués, on peut détruire une civilisation. Ça a été fait, les nazis l'ont fait, l'Inquisition l'a fait. Ça a été fait. Quand vous dites qu'ils sont fabriqués, vous les déresponsabilisez pas un peu quand même? Alors le problème de la psychologisation de ces drames, c'est de risquer de déresponsabiliser. Oui. Vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut riposter et déclencher la guerre. Il faut maîtriser la situation. Alors moi je pense que le danger, c'est de déresponsabiliser. Mais je pense aussi qu'on a toujours un espace de liberté. On peut se laisser embarquer. Et dans ce Oui, cas-là... parce que tous ces jeunes ne rentrent pas dans ce piège. Même la majorité, la grande majorité. Il y en a certains qui ne... Voilà. Alors non, mais la responsabilité, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nos gouvernants, quelle que soit leur couleur, qui ont abandonné culturellement les gosses de ces quartiers et qui donc les ont soumis à des manipulateurs. L'Allemagne nazie était follement cultivée, c'était une très belle culture, mais la base était larguée, comme on le voit aujourd'hui dans les pays du Proche-Orient, où le top arabe est magnifique. La base est complètement larguée, alors que le top arabe est cultivé, parle plusieurs langues, et la base est larguée. Donc on les abandonne et on les donne à ces manipulateurs. Donc je crois que nous, nos responsables, nos décideurs politiques devraient ne pas décider ça. Boris Cyrulnik, sans vouloir faire de l'histoire criminelle, psychologique comparée de comptoir, mais quand même, puisqu'on fait souvent le parallèle, est-ce que la mécanique dans la tête d'un nazi est la même que dans la tête d'un militant islamique fondamentaliste? Est-ce que c'est pareil? Je réponds clairement oui. On me l'a reproché, mais j'ai des arguments. Allez-y, oui, dites-nous. Alors, oui, c'est exactement la même méthode. C'est-à-dire que Freud disait les mots au début désignent des choses, et puis progressivement les mots désignent des choses qui sont pas là. C'est la fonction du symbole, c'est la fonction des mots. Et puis progressivement, les mots finissent par ne plus rien désigner du réel. C'est le racisme. Donc à ce moment-là, on se soumet à un slogan. Et quand une culture ne permet pas la rencontre, ne permet pas le débat, à ce moment-là, on se soumet à un slogan. On est facile à manipuler, on est des proies pour ces gens qui, eux, sont entraînés. Ce sont d'excellents mercenaires d'argent, d'armes et d'intellect, et Internet leur donne un pouvoir fabuleux, démultiplie leur pouvoir. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, en un clic, on peut mettre des centaines de milliers dans la rue, de gens dans la rue. Je vous propose, Boris Cyrulnik, de nous replonger dans un de ces lieux de recueillement où, en cette fin de semaine, nombreux étaient ceux venus manifester, soit leur colère, soit leur immense peine, souvent les deux. Là, on va avec Christophe Chavanneau dans la cour de la mairie de Bordeaux.